Vendre un bien immobilier, c'est souvent un sacré projet. Mais une fois que c'est fait, il y a une question qui fâche un peu, l'impôt. Alors, combien est-ce que ça va coûter? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, vraiment pas à pas, pour que le calcul de la plus-value immobilière n'ait plus aucun secret. Et pour que ce soit bien concret, on va suivre quelqu'un, disons Alex. Voilà, Alex vient de vendre son appartement, c'était sa résidence secondaire, super affaire pour lui, mais forcément maintenant il se pose la grande question des impôts. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Combien exactement va-t-il devoir payer? Et attention, la réponse est un peu plus compliquée qu'une simple soustraction. Non, non, c'est un véritable parcours en plusieurs étapes et on va le faire avec lui. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par le principe de base, ensuite on verra comment calculer la fameuse plus-value brute, on parlera des exonérations, très important, puis de la magie de l'abattement lié au temps. Enfin, l'imposition finale, et bien sûr un petit récap pour être sûr que tout est clair. Allez, on y va. Première étape, donc le principe pour bien comprendre ce qui est imposable. En fait, c'est assez simple. Dès qu'on réalise un gain, une plus-value, en vendant un bien immobilier qui nous appartient en propre, eh bien, en théorie, ce gain est imposable. C'est le point de départ de tout. Et là, attention à un point super important. Ce qui compte, c'est où se trouve le bien. Bâti ou pas, peu importe. Si l'immeuble est en France, c'est la fiscalité française qui s'applique. Même si le vendeur habite à l'autre bout du monde. C'est la localisation du bien qui fait foi, pas celle du vendeur. Bon, maintenant, on rentre dans le dur, le calcul de la plus-value brute. C'est vraiment le point de départ de tout, le premier chiffre qu'on doit poser sur le papier. Alors, sur le papier, la formule a l'air super simple, non? Prix de vente, moins prix d'achat, et hop, on a la plus-value brute. Facile. Sauf que ce serait trop beau. En réalité, ces deux montants, le prix de vente et le prix d'achat, on va devoir les ajuster un peu. Commençons par le prix de cession. On prend le prix de vente brut, celui qui est marqué sur l'acte, et on va enlever tous les frais que le vendeur a dû payer pour réaliser cette vente. L'exemple typique, ce sont les diagnostics obligatoires. Ce résultat, c'est ce qu'on appelle le prix de cession corrigé. Maintenant, le prix d'acquisition. Et là, c'est un point absolument clé parce que c'est là qu'on peut vraiment optimiser. On prend le prix d'achat de base et on va lui ajouter des choses. D'abord, les frais d'acquisition, les fameux frais de notaire. On peut prendre soit un forfait de 7,5%, soit les frais réels si c'est plus intéressant. Et surtout, on peut ajouter les dépenses de travaux. Soit les frais réels avec les factures, soit, et c'est souvent très avantageux si on a gardé le bien plus de 5 ans, on peut appliquer un forfait de 15% du prix d'achat. C'est un levier énorme pour faire baisser la plus-value. Vraiment. Ok, on a notre plus-value brute. Mais avant d'aller plus loin dans les calculs, il faut se poser une question essentielle. Est-ce que notre ami Alex ne serait pas par hasard totalement exonéré? Parce que oui, il existe de véritables boucliers fiscaux qui peuvent tout simplement annuler l'impôt. Alors la plus connue, évidemment, c'est l'exonération sur la résidence principale. Il y en a d'autres. Par exemple, si le prix de vente est tout petit, moins de 15 000 €, ou pour un bien détenu depuis plus de 30 ans. Mais bon, pour Alex, on a dit que c'était sa résidence secondaire, donc pas de chance pour lui, aucune de ces grandes exonérations ne s'applique. Il va falloir continuer le calcul. Et c'est là qu'intervient la magie du temps. C'est un peu le super pouvoir du vendeur patient. Parce que la plus-value brute qu'on a calculée, elle ne va pas être taxée en totalité. Non, on va l'effriter, la réduire, grâce à un abattement qui dépend de la durée de détention. En gros, plus on garde un bien longtemps, moins on paie d'impôts. Mais attention, c'est peut-être le point le plus technique de tout le calcul. Parce qu'en fait, il n'y a pas un abattement, mais deux. Il y en a un pour l'impôt sur le revenu et un autre complètement différent pour les prélèvements sociaux. C'est comme s'il y avait deux compteurs qui tournent en parallèle, mais pas du tout à la même vitesse. Regardons d'abord le compteur pour l'impôt sur le revenu. Pendant les 5 premières années de détention, rien. Zéro abattement. Ça commence à bouger à partir de la 6e année. Là, on a droit à 6% de réduction par an et ça continue comme ça jusqu'à la 21e année. La 22e année, on a un petit coup de pouce de 4% pour arriver pile à 100%. Donc, premier chiffre magique à retenir, 22 ans. Au bout de 22 ans de détention, c'est terminé. La plus-value est totalement exonérée d'impôt sur le revenu. C'est déjà une très bonne nouvelle. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Passons au deuxième compteur, celui des prélèvements sociaux. Et là, le rythme est beaucoup plus lent au début. Après 5 ans, on n'a que 1,65% par an. C'est peu. Par contre, regardez bien, à la fin, ça s'accélère d'un coup. À partir de la 23e année, on passe à 9% par an. C'est une vraie course de fond. Et ça nous amène au deuxième chiffre magique, 30 ans. C'est seulement au bout de 30 années complètes de détention qu'on est totalement exonéré des prélèvements sociaux. C'est là, et seulement là, qu'on ne paie plus rien du tout sur sa plus-value. Bon, on y est presque. On a nos deux plus-values nettes. Une pour l'impôt, une pour les prélèvements sociaux. Elles ont été bien rabotées par le temps. Maintenant, c'est l'heure des comptes pour Alex. Il ne reste plus qu'à appliquer les taux d'imposition. Et les taux, quels sont-ils? Pour l'impôt sur le revenu, c'est un taux fixe de 19%.
Pour les prélèvements sociaux, c'est 17,2%, ce qui nous fait un total de 36,2% qui s'applique, je le répète, sur la plus-value restante après les abattements. On pourrait croire que c'est fini, mais pas tout à fait. Il y a un dernier petit détail qui peut coûter cher. Que se passe-t-il si la plus-value imposable, celle qui sert de base à l'impôt sur le revenu, dépasse 50 000 €? Eh bien là, attention, il y a une surtaxe. Oui, une taxe en plus qui vient s'ajouter à tout ce qu'on a déjà calculé. Elle se déclenche dès que la plus-value nette pour l'impôt sur le revenu passe ce fameux seuil de 50 000 €. Et ce n'est pas un petit montant. Le taux de cette surtaxe est progressif. Ça commence à 2% et ça peut monter jusqu'à 6% pour les très grosses plus-values. C'est typiquement le genre de détail à ne pas oublier pour ne pas avoir une très très mauvaise surprise au moment de payer. Et voilà, on a fait tout le chemin avec Alex. C'est dense, je sais. Alors, pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer toute la méthode. On peut retenir le parcours en 5 grandes étapes. Alors, pour résumer, étape 1, on calcule la plus-value brute. Étape 2, on vérifie si on n'est pas totalement exonéré, on ne sait jamais. Étape 3, on applique les 2 abattements pour durée de détention, celui de l'impôt sur le revenu et celui des prélèvements sociaux. Étape 4, on calcule l'impôt avec les taux de 19 et 17,2%. Et enfin, étape 5, on n'oublie pas de vérifier s'il y a une surtaxe à payer en plus. C'est tout. C'est un mécanisme qui peut paraître un peu complexe, c'est vrai. Mais en suivant cette structure étape par étape, le calcul devient tout de suite beaucoup plus clair. Le vrai secret finalement, c'est d'être méthodique. Et maintenant, avec tout ça, le calcul d'une plus-value immobilière n'a plus vraiment de secret. Alors, on est prêt à calculer